Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Fred, Julien, Jérémy et de moi-même. Salut. Au programme, le gros film du mois de septembre, une bataille après l'autre, le retour de Paul Thomas Anderson après son Licorice Pizza, avec en tête d'affiche Leonardo DiCaprio. En rattrapage, Jérém est allé voir Conjuring 4. Malheureusement. Et Jérém et moi-même avons vu la nouvelle sensation Amazon Prime. Il fallait absolument le voir. Atoman. En J'ai fait, cru que tu allais dire Mac Walter. Non, c'est vrai qu'on avait hésité à le regarder. Je voulais le mater, Mac Walter, mais j'ai pas eu le temps. En deuxième partie de l'émission, Jérém nous fera les chiffres de Leonardo DiCaprio et je conclurai l'épisode sur mon Joker, qui sera sans doute le Joker le moins fait à la va-vite venant de moi. Oh. Parce que d'habitude, je fais des Jokers vraiment random. Mais ils sont bien. Peut-être que celui-là sera nul. Alors que tu l'as préparé. Peut-être que je fais tout mieux quand je fais mal. Bon bref, c'est le 10e film de Paul Thomas Anderson, celui qui sonne le plus comme un blockbuster également. Une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio nous plonge dans le monde des révolutionnaires contre l'armée, mais il nous plonge surtout dans une Amérique perdue entre deux idéologies extrêmes. Et qu'est-ce que ça vaut ? Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Alors je trouve ça très marrant que quand il dit son ennemi juré, il y a une scène où Sean Penn et DiCaprio interagissent, c'est dans une supérette. Mais c'est même chose. Bob et Willa, finalement, ils sont pas tant ensemble que ça à l'écran. Non, il y a une scène. Mais donc, quand même, c'est quoi vite fait votre rapport à PTA, Paul Thomas Anderson ? J'ai pas vu grand nombre de ces films, je dois bien avouer qu'il me manque le chef-d'œuvre pour beaucoup There Will Be Blood. Oh. Voilà. Ouais. Mais j'ai vu son dernier Licorice Pizza qui m'avait pas tant plu, je tiens à le dire. Sauf que j'ai quand même vu Boogie Nights et Magnolia, et quel film, les deux. Je trouve que c'est, surtout Magnolia, je trouve que c'est des superbes films. Magnolia, je suis à deux doigts de le qualifier de chef-d'œuvre. Ouais, tu peux y aller. Voilà. Je dis Magnolia, c'est un chef-d'œuvre. En vrai de vrai, moi, je suis tombé sur There Will Be Blood quand j'avais 15 ans sur Arte, et je trouve que c'est un des meilleurs films du monde. Ouais, c'est vrai que t'es fan de Voilà, ce film. je trouve que... Et c'est fou parce que ça m'a pas non plus motivé à regarder d'autres PTA. C'est-à-dire que j'ai vu Licorice Pizza quand c'est sorti, et en fait là j'ai rattrapé Magnolia, et une bataille après l'autre, et voilà, c'est les 4 films de PTA que j'ai vus, mais ça me donne assez de matière pour dire pourquoi je trouve que There Will Be Blood et Magnolia sont des chefs-d'œuvre, et pourquoi une bataille après l'autre l'est pas. Ok, parce que moi, du coup, j'ai tout rattrapé cette semaine, enfin, il m'en manque 3. Et moi, j'ai un peu ce rapport avec PTA, et j'ai l'impression que c'est un peu ce rapport avec tout le monde. Tout le monde a un peu ce truc-là avec lui, c'est que tu regardes ces films, tu les trouves bof, et après, quand tu les re-regardes, tu les adores. Je sais pas si vous avez eu ce truc avec, par exemple, moi, There Will Be Blood, pour l'instant, je l'ai vu qu'une fois. Ouh. Ça m'a pas... Ça m'a Ah pas ouais touché, ça m'a pas marqué, tu vois. Et j'attends peut-être de le revoir. Mais par exemple, Licorice Pizza, je l'avais vu 2 fois. Et c'est vrai que pour le coup, le premier visionnage était très, très cool, mais un peu osef. Et quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai adoré. Et donc là, pour une bataille après l'autre, je suis un peu dubitatif parce que je vois que tout le monde met ensemble ce film. Et vraiment, c'est le film de l'année, c'est son chef-d'œuvre pour beaucoup. Pour le coup, moi... Non, moi, PTA, c'est pareil, comme Owen, je trouve que There Will Be Blood, c'est génial, vraiment. Après, c'est une adaptation aussi. Là où ces autres films, alors pour Magnolia, je sais pas, mais là, une bataille après l'autre, où tu prends The Master, c'est lui qui écrit les films. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une différence de jauge, en fait, avec There Will Be Blood, parce qu'il adapte le roman Oil, déjà. Après, moi, je restais sur, du coup, 2 très bonnes expériences, puisque There Will Be Blood et au cinéma, Licorice Pizza. Punch Drunk Love m'a pas vraiment marqué, et pour avoir rattrapé The Master juste après, une bataille après l'autre, je trouve ça ok, mais je trouve qu'il a quand même des gros écueils, c'est-à-dire beaucoup de longueur, en fait, de manière générale, dans le cinéma de Paul Thomas Anderson. C'est ça qui est intéressant dans son cinéma, c'est qu'il arrive vraiment à te rallonger des scènes avec la musique surtout. C'est toujours ça, il y a beaucoup de musique présente et ça te permet de rallonger des scènes avec toujours une espèce de rythme
qui revient, un ostinato du coup qu'on appelle. Bah, c'est très au piano, hein, une bataille après l'autre. Énorme, mais même sur d'autres films. Hein. Là, moi, je viens de voir Phantom Thread avant de venir, et même chose, ça joue beaucoup sur la BO. Donc ça, depuis le début, il joue beaucoup sur la musique. Après, c'est un cinéaste très formel, c'est-à-dire qu'il a une forme qui est très belle, et je pense que c'est le cas aussi même pour une bataille après l'autre. C'est très bien géré, c'est très bien réalisé, mais je pense que le principal défaut dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est que la forme prévaut sur le fond, et je pense qu'une bataille après l'autre en est l'exemple parfait. C'est qu'autant ça peut être très beau visuellement, c'est-à-dire que c'est très bien c'est très bien mis en scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, que ce soit sur les plans larges, la manière dont c'est filmé, dont c'est monté de manière générale, mais je trouve que c'est vide, et vraiment pour une bataille après l'autre, je trouve que le scénario, le fond, le message que tu peux en avoir, le développement des personnages, je trouve ça très creux et très vide. Bah, pour le coup, moi j'avais l'impression que Licorice Pizza, je crois que c'était la première fois où Paul Thomas Anderson, il était un peu chef-op aussi sur le film, et c'était la même chose pour une bataille après l'autre. Ils ont fonctionné avec le même chef opérateur pour les deux films, et du coup je sentais que dans Licorice Pizza, il y avait un truc comme c'était pas des vedettes à l'écran, et que c'était du coup mis en scène par Paul Thomas Anderson, donc en tant que chef-op. Je trouvais que c'était plus intime, plus intéressant. Là où effectivement, comme tu le dis, une bataille après l'autre... il y a un truc un peu où il y a une perte de fond en fait. Je sais pas, je suis le seul à avoir apprécié une bataille après l'autre ou Non, mais je l'ai apprécié, mais c'est vrai que je comprends pas les énormes écueils du film en fait. Moi, si je peux dire, en fait, c'est que j'ai vraiment bien aimé regarder le film, mais j'en ressors pas non plus grand-chose. Je trouve que en fait, There Will Be Blood, c'est un film qui repose beaucoup sur des symboles. Genre, c'est vraiment un film de symboles avec l'ambition au travers du capitalisme et du pétrole, et l'ambition à travers la chrétienté, et le partage de paroles évangéliques, je le redis, c'est un chef-d'œuvre, qui repose beaucoup sur des performances d'acteurs et des symboles. Et là où la mise en scène très efficace de Paul Thomas Anderson trouve vraiment son paroxysme là-dedans, et Magnolia, c'est un film d'effet. Et pour le coup, c'est un film d'effet à partir de son montage, parce que c'est comment tu fais un film choral de 3 heures, où tu suis 9 personnages dans une unité de temps qui est de 24 heures, de manière ultra frénétique. Et je trouve que c'est un tour de force de montage. Et j'aimerais trouver la même chose dans Une bataille après l'autre, mais je trouve qu'il n'y a ni de tour de force esthétique, ni de tour de force de montage. Et je trouve qu'il n'y a pas de symbole non plus. Donc finalement, le film est très appréciable esthétiquement, et même en matière de rythme et de ce qui se passe à l'écran. Mais je trouve qu'il n'y a pas de substance qui fait que t'en ressors extrêmement extatique. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur les symboles, parce que dans Une bataille après l'autre, il y a quand même plein de trucs qui sont récurrents dans son cinéma, Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire les groupes un peu familiaux, les familles qui sont pas que nucléaires, qui sont pas forcément un père, une mère et un enfant, mais vous voyez, là on le voit à un moment, il y a une espèce d'ambiguïté entre le rôle du personnage qui est joué par Sean Penn dans le film, et il y a tout un truc où on retrouve souvent des personnages isolés, un peu individuels, qui essayent de s'attacher à un groupe quelconque. Et c'est clairement moi ce que j'ai adoré dans le film pour le coup, c'est tout ce qui tournait autour de Sean Penn et du groupe un peu d'extrême racistes américains, je sais pas si vous voyez. Les suprémacistes. Les suprémacistes, ouais, tout simplement. Et j'aimais beaucoup ce côté un peu de ce personnage qui est détestable, qui est bien joué. Moi j'ai bien aimé la performance de Sean Penn dedans. Mais je trouve que Sean Penn, c'est le meilleur élément du film. Ouais. Il est à la fois détestable profondément, mais il est tellement misérable dans ses objectifs de vie et dans ce qui l'empêche d'accéder à ce dont il est heureux. Parce que concrètement, c'est un suprémaciste qui rêve de rejoindre un groupe de millionnaires suprémacistes blancs. Et le seul problème qui s'oppose dans sa vie, c'est le fait qu'il a un penchant sexuel pour les noirs. Et du coup, je trouve ça très bête, mais très drôle. Finalement, c'est ce qui déclenche l'histoire presque. J'ai pas envie de dire c'est une critique de la droite américaine, bon bien sûr que si, mais je trouve que c'est pas inséré au forceps, tu vois. Non, mais après, il y a la contrebalance aussi de dire que l'extrême droite, c'est Sean Penn, et voilà ce que c'est, et l'extrême gauche, c'est DiCaprio, et qu'est-ce que c'est au final ? C'est un mec désabusé, paranoïaque, qui fume des joints toute la journée. C'est ça. Mais ouais, par contre, moi, c'est ça auquel je pensais, surtout, c'est la critique, du coup, oui, de ce penchant-là, de l'extrême droite, en disant que l'extrême droite se tue elle-même, en fait. Littéralement, à la fin, c'est ça. Oui. Donc, voilà, après, très clairement, t'as le côté extrême gauche aussi, il y a des critiques aussi. Enfin, au final, certes, c'est un film... Enfin, t'as envie de dire, limite, apolitique, alors que pourtant, c'est blindé de politique dedans. Ouais, mais pour moi, je trouve qu'il y a zéro analyse politique dans le film de Paul Thomas Anderson. Moi, je trouve que c'est tout ce que c'est du sous Eddington en fait en termes d'analyse. Puisque là, pour moi, c'est mon avis, parce que tout le monde dit oui, le film de Paul Thomas Anderson, c'est une vision de la fracture américaine, de la société américaine, mais c'est tout ce que faisait Eddington, mais en moins bien, puisque
moi, ce que j'ai comme problème avec Une bataille après l'autre, c'est qu'on sait jamais si on est dans la satire comique, avec par exemple le personnage de Sean Penn, ou si en même temps, il y a un projet sérieux de critique de la société. Et je trouve que le fait de ne pas savoir vraiment dans quel registre on se trouve, est-ce qu'on est dans du pur comique, de la pure analyse politique, du pur social, puisqu'il y a des questions qui peuvent se soulever à la vision du film, je trouve que ça nuit au projet. Et moi, le plus gros problème que j'ai eu avec Une bataille après l'autre, c'est un manque d'intérêt, parce que je ne sais pas ce que je regarde. Est-ce que je regarde juste un gros film d'action, gros film d'action au type blockbuster? Est-ce que je regarde un film d'auteur de Paul Thomas Anderson? Qu'est-ce que je vois? De base, ils étaient vendus comme son film le plus commercial. À l'époque, je disais, qu'est-ce que ça veut dire commercial ? Quand j'avais présenté le film, dans une news à l'époque, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire commercial ? Là, ça veut dire vraiment essayer d'être le plus grand public, parce que c'est un film où t'as de l'humour, où t'as de l'action, où t'as un peu de drame quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire tout ce qui fonctionne dans le cinéma américain actuellement, un mélange de tous ces genres qui fonctionnent bien, et essayer d'en faire un gros blockbuster avec Leonardo DiCaprio en tête d'affiche. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment un blockbuster, enfin, en matière de ce que tu vois à l'écran, parce que... Dans le principe, dans l'idée, ouais. Dans l'idée même du film, ça se voit qu'il y a du budget en fait. Enfin, oui. t'as de l'explosion, t'as des séquences en bagnole, t'as beaucoup de choses. Non, mais c'est un film esthétique très identifiable. Et effectivement, en fait, toute la com du film, elle repose sur le fait que DiCaprio, il est en peignoir tout le long du film. Et enfin, il y a une identité de... Enfin, tu ressors du film, tu ressors vraiment la dégaine très identifiable de DiCaprio, très identifiable de Sean Penn. Et effectivement, c'est des choses qui servent à la communication du film. Mais après, je suis pas forcément sûr que ce soit le film pensé commercial par Pitié. Enfin, je suis pas sûr qu'il l'ait conçu avec ce prisme-là. Mais on pourrait même dire qu'il n'y a pas trop de budget, parce que moi je trouve que la longue introduction du film, c'est-à-dire que le film on peut diviser en deux grandes parties. Un prologue qui t'explique donc les origines du personnage de Sean Penn et son rapport avec le personnage de Leonardo DiCaprio, et ensuite une ellipse de 15 ans après, et c'est là où on va vraiment voir l'intrigue du film. Mais cette introduction, c'est 45 minutes, 1 heure au moins. Et moi, je trouve qu'on pourrait la couper du film, et on y gagnerait en temps, parce que le film est quand même assez long, et je pense qu'on y gagnerait même en intérêt. En fait, ce que je trouve dommage avec cette introduction, c'est qu'elle met en place pourquoi on en est là, mais elle met jamais en place les enjeux émotionnels des personnages. C'est-à-dire que quand la vraie intrigue pour laquelle on vient voir le film, c'est-à-dire la fille de DiCaprio qui se fait kidnapper, concrètement, t'as juste vu une scène entre DiCaprio et sa fille. Donc il n'y a aucun attachement entre les deux personnages. Pas tant que ça. Alors que justement, t'as 40 minutes d'avant de film, voire plus, qui pourraient le faire. Mais non. Et du coup, je trouve ça... En fait, je trouve la première partie appréciable. Hein. Je trouve que c'est bien rythmé. Et d'un côté, en vrai, est-ce que ce serait pas mieux de se dire qu'ils ont préféré pas passer par des trucs un peu obligés, tu sais, de voir la relation père-fille qui est compliquée, qui trouve un beau dénouement à la fin, tu vois. Peut-être qu'ils ont voulu justement balancer ce truc-là pour se concentrer sur... En tout cas, le réalisateur voulait se concentrer sur des trucs dont il voulait parler. Juste pour revenir sur le rythme, je trouve que la première partie, en vrai... Je suis un gros fan du film à partir de la deuxième partie. Je tiens à dire que c'est la deuxième partie qui m'a totalement eu une fois qu'on a eu l'ellipse. Parce que je trouvais qu'à partir de là, il y a un rythme fou qui moi, m'a happé. J'étais pas en mode « Ah, c'est long ce qui se passe, etc. » Alors que sur la première partie, il y a des moments où j'étais un peu en mode « Ah, quand est-ce que ça se lance, quoi ?» Bah, en vrai, pour rebondir sur le rythme, ça, pour le coup, c'est une vraie qualité du film. Je trouve que la montée de la tension... Pour le coup, c'est maîtrisé de bout en bout, et le climax du film, qui repose sur pas grand-chose, qui repose sur 3 voitures qui roulent l'une après l'autre, bah, c'est littéralement la meilleure séquence du film, parce que c'est peut-être là où le montage est vraiment incroyable. Ouais. Mais si justement, en fait, vu qu'il n'y a pas ce développement père-fille, comme tu disais Fred, bah moi je suis pas investi dans le film, je ressens pas d'investissement pour l'histoire de manière générale, c'est-à-dire que cette histoire de course-poursuite et d'enlèvement, ça me passe au-dessus de la tête, mais dès que le film est lancé, parce que je n'ai aucun intérêt pour les personnages, et vu que on est dans l'objectif du personnage de Sean Penn est très satirique, en fait j'ai encore moins envie de suivre cette histoire, et tout le long du film, je reviens à cette question de quel a été l'intérêt de ce film, qu'est-ce que j'ai vu. Donc quand bien même t'as de l'action, pour le coup la scène de course-poursuite en voiture finale, je la trouve vraiment réussie. Incroyable. En fait tout le long du film, pour moi c'est très convenu, et il n'y a jamais vraiment de suspense ou de surprise. En fait, là où t'as pas peut-être accroché au film, parce que justement tu n'y arrivais pas, enfin t'arrivais pas à t'attacher au personnage, personnellement, moi, c'est la direction d'acteur et le jeu d'acteur de Leonardo DiCaprio et Sean Penn, et même du casting en général, qui me vendent totalement le truc. Parce que, franchement,
Et pour vous dire, je l'ai vu en VF. Mais non. Ah si, j'étais obligé de le voir en VF. Bon, Déconne pas, la VF est pas dégueulasse. Hein. Ok. Franchement, juste un petit regret de pas avoir vu Sean Penn jouer en VO du coup. Mais parce que VTK il fonctionne toujours bien sur DiCaprio. Mais ouais, mais ne serait-ce que comme ça, je trouve que les deux performances d'acteurs de DiCaprio et Sean Penn, ils me vendent le film en On fait. parle pas assez de Benicio del Toro aussi. Bon, parce que moi, je m'en fous un peu de Benicio del Toro dans Non, le mais film. J'ai bien aimé, moi. Oui, Ce mec un peu, c'est très calme, très zen, prof de karaté. Enfin, il y avait tout un truc. Bah, tu parlais de symbolique, moi, pour moi, ces personnages sont tellement bien caractérisés, tellement bien opposés qu'en vrai, t'arrives à avoir des petits symboles à travers eux, tu vois. Oui, je sais c'est pas. le sage là. Oui, il fait Ouais, tu vois, cette espèce de sage karaté, mais qu'en fait mène une révolution pour Ouais, mais- les immigrés, et tu vois. Mais tu vois, je reste sur la dernière scène de Benicio del Toro où il marche en reculant vers les policiers. C'est le dernier moment où tu le vois, je suis en mode bah. C'est vrai qu'il est passé là, mais comme la relation père-fille, finalement, c'est des personnages qui sont pas assez développés pour. Moi, c'est marrant, j'ai l'impression que le film s'attarde sur des choses qui devraient pas. Et typiquement, tu vois, il y a une longue séquence, je crois, où DiCaprio donc, est avec Benicio del Toro. Il va d'abord il va dans le dojo de Benicio del Toro, dans l'appartement, sur les toits, il se fait pourchasser. Et c'est une séquence qui doit peut-être durer 20-25 minutes, avec un montage alterné de ce qui se passe à côté aussi. Mais je me dis, est-ce que ça méritait vraiment de durer 25 minutes ? Ok, c'est prenant, mais ça développe pas grand-chose. Pourtant, le film, je pense que il étire le temps comme Paul Thomas Anderson étire ses plans. Ben, bien Ouais, sûr, mais ouais. oui, et puis même, comme il a toujours fait, mais il étire ses plans dans ce film. Je trouve qu'il y a des plans, je me suis dit, ah, il coupe pas, tu vois. Genre vraiment, le plan continue, alors que, franchement, il aurait pu faire une coupe. Et c'est pas. Et je me dis, un réalisateur autre, ça se trouve, il l'aurait fait. Il les aurait fait, ces coupes-là. Donc il y a quand même un travail du plan long dans le film qui est assez notable. Ah mais de toute façon, on est au 10e film de PTA, on sait que c'est un très 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 bon technicien, et moi j'ai aucun doute. En fait, quand je vais voir du PTA, je trouve ça presque convenu, tu vois. Déjà, dès son 3e film avec Magnolia, le gars a montré que le montage, il le connaît, tu vois. Donc ça fait partie des trucs déjà cochés à l'avance. Mais du coup, enfin, je vais bifurquer vers une autre question vis-à-vis de PTA, parce que pour moi, il fait partie de cette génération-là, très Villeneuve, Nolan. Ouais, c'est le réalisateur du 20e siècle, quoi. C'est Enfin, ça. du 21e siècle plutôt. Ouais. Et il n'a pas encore fait son film de franchise. Et pour moi, c'est la trajectoire vers laquelle il se dirige, PTA. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, dans un ou deux films, Paul Thomas Anderson, il va faire un film de franchise. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je le vois presque faire un truc pas forcément film de science-fiction, mais une adaptation littéraire d'un truc à succès. Genre, franchement, Villeneuve, il y a 10 ans, tu m'aurais dit il fait Dune, j'y aurais jamais cru. Alors qu'il sortait, Enemy ou des trucs Et comme que ça. là, il va faire James Bond. James Bond, quoi. Et je me dis, Nolan, c'est pareil. Nolan, finalement, tu regardes sa carrière, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il allait foutre à faire Batman ? C'est ça, parce qu'il a commencé Following, Insomnia. Voilà. Prestige. Non, c'est Prestige. après le premier Batman, le c'est après, Prestige. Ouais. Ouais. Memento. Et effectivement, genre, les Batman, c'est presque une anomalie dans son cinéma, de la même manière que je trouve que les Dunes, et même Blade Runner, c'est un peu des anomalies dans la carrière de Villeneuve. Et je me dis, mais PTA, je le vois clairement faire ça, tu vois. Bah, pourtant, on sait que PTA et Tarantino, ils sont potes. Tarantino, pareil, je le vois pas. Il a songé à faire un film de franchise. Hein. Il a hésité à faire. Ou écrire, peut-être pas le réaliser, mais au moins écrire un Star Trek. Ouais. Donc, voilà. Pour revenir aussi sur Une bataille après l'autre, je sais pas si on l'avait dit, mais c'est une adaptation aussi d'un autre ok. roman. Voilà. Donc c'est pas écrit, c'est pas une création originale. En effet. Et mais du coup, ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais même l'auteur du roman original, il a pas aidé. Mais du coup, c'est intéressant parce que vu que PTA, il a quand même des trucs reconnaissables, tu vois, le côté un peu choral, des personnages qui essaient de trouver des groupes familiaux qu'ils ont pas. En vrai, on pourrait trouver de la littérature intéressante pour lui et il pourrait adapter ça, tu vois. Mais justement, je me pose la question depuis une semaine. Après, il prend du temps à faire un film PTA. Parce que Phantom Thread, c'est 2017. 2016, Licorice Pizza, Pizza. c'était 2021. Ouais, et à peu près tous les 4-5 ans, un film Ouais. de PTA. C'est vrai. Moi, je pense à un truc choral avec plein de personnages. J'ai pas beaucoup lu de bouquins dans ma vie, mais Kundera, en vrai. Non, Mais- ça me vient pas à l'idée, mais... Enfin bref, je suis sûr, mais même une saga de films, tu vois, genre imagine, il va faire le prochain Indiana Jones. Il n'existera pas celui-là, hein, je pense. Hein. Je sais pas. Non, il faut trouver un truc qui puisse le convenir un peu. Villeneuve, il a des rapports intimes avec Dune et ça lui va super bien comme Parce qu'il saga. avait fait de la SF avant, mais. Tu vois. Bon. N'imaginons pas le futur de la carrière de PTA, ça se trouve, on aura totalement faux de toute façon. Ouais. Mais en tout cas, moi, je lui prédis un peu cet avenir. En tout cas, je pense qu'il va faire un détour vers du blockbuster de franchise.
Ok. Je veux dire, il est chez Warner, tu Ah, mais tu vois, il a fait 10 films là quand même. 10 films où à chaque fois je trouve que 10 films c'est énorme. Il en aurait fait 4-5, peut-être qu'après aller sur une saga, ok, mais là je pense qu'il est, il est prêt à continuer à faire son délire. T'as Quoi. raison, c'est pas con 10 comme films, logique. quand même. C'est vrai qu'il prend son temps. Et c'est là, Pitié, il écoute, il va dire rien que pour le faire chier, je vais pas faire de film de franchise. Putain. Bon, écoute, qui continue à faire du cinéma, de toute façon, je trouve que c'est très bien, donc Du coup, on est tous un peu. On a bien aimé, mais on n'est pas. subjugué. J'avoue qu'à la fin de la séance, j'étais en mode top 5 de l'année, hein, j'ai un peu baissé depuis. Et Julien, ouais, pas. Mais moi, je t'ai dit, je suis passé vraiment à côté où ça m'est passé au-dessus. C'est Ouais. À l'interprétation. revoir, que tu veux. peut-être, à revoir. Mais Hein. toujours à revoir. On peut changer d'avis. Hein. Il y a plein de films que on n'aime pas et que tu revois, tu comprends. Mais juste, du coup, comment vous expliquez, genre, cette... Notre presse hallucinée de 4,8. Ah ouais, non, mais... Non, mais les gens adorent, mais je suis choqué, j'arrête pas de voir des commentaires d'amis, etc., qui suivent beaucoup sa carrière et qui sont en mode c'est son chef-d'œuvre. Oh non. Qui mettent des 5 sur 5 sur Letterboxd. J'ai l'impression, moi je trouve que c'est un peu l'effet Fableman. Alors pour le coup, j'avais bien aimé Fableman par rapport à Une bataille après l'autre, mais quand Fableman est sorti, toutes les critiques, c'est pas juste des critiques élogieuses, c'était une ode au cinéma de Spielberg. Fableman, c'était, il avait tout compris sur le cinéma, mais chaque plan avait le droit à une analyse. J'ai l'impression que t'as un peu cet effet-là avec Une bataille après l'autre, où d'un coup d'un seul, les derniers films de Pitié, ils n'ont pas forcément une grande unanimité. Phantom Thread, je sais pas s'il y avait eu quoi. Phantom The Thread est quand Master, même The connu Master. aussi comme. J'ai l'impression que Phantom Thread, There Will Be Blood, The Master, c'est quand même devenu des chefs-d'œuvre maintenant. There Will Be Blood, ouais, mais si tu prends après juste There Will Be Blood, j'ai pas l'impression que ça fait tant l'unanimité. Et là, d'un coup d'un seul, PTA, c'est le cinéaste de cette année. Non, en général, les gens retiennent de Pitié There Will Be Blood et Magnolia. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que pour certains, Paul Thomas Anderson, c'est le plus grand réalisateur en activité. Hein. Parce qu'il continue de produire de la qualité tous les 3-4 ans, quoi. Ouais. À revoir pour moi. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'a pas vu assez de Pitié et qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants de son cinéma, bien qu'on ait vu quand même 4 films, je crois chacun de lui, facile. Non. Donc, est-ce que c'est... Ah oui, bon, excuse-moi, un peu plus. Mais du coup, toi, t'as vu plus de la moitié de ces... Il m'en manque 3. Ouais, donc plus- j'en ai vu 7. Ouais, plus de la moitié de ces films. Donc pourtant, même toi, t'es pas non plus... Non, voilà. non, parce que comme vous le disiez, Magnolia c'était intéressant sur le côté un peu effectivement expérimentation, étirer le truc sur 3 heures et ça marche. Punch Drunk Love, moi c'est un de mes préférés parce que je trouve que c'est justement un peu une œuvre punk dans le côté PTA, genre il se lâche un peu et ça devient vraiment fou. Et puis Adam Sandler, je l'adore. Donc non, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que celui-là, ouais, pour le coup, un peu oubliable. Et finalement, ouais. Ouais. Ce sera pas le... Moi, Ce sera des pas, 4 ouais. que j'ai vus, voilà, c'est... Ouais. Moi, je t'ai dit, le seul truc que je retiens Dredd. Alors vous me direz l'acting de Sean Penn et peut-être le look de DiCaprio. Moi, c'est juste cette scène de voiture à la fin. Oui, la scène Ce de voiture montage qui est de vraiment, course-poursuite ouais, qui ouais. marque, mais là où There Will Be Blood, en fait, t'as plein de scènes et d'images qui me restent toujours en tête. Mais c'est moi, par contre, c'est un des trucs qui me rend triste par rapport à There Will Be Blood, c'est quand tu tapes There Will Be Blood. On te résume ça à la seule scène de. I Abandoned My alors, Child. tellement plus que ça. Et, L'ouverture quand même, la scène d'ouverture La muette. scène d'ouverture est fou, mais Tu vois. t'as Ouais, plein mais- de scènes qui sont folles dans ce film. Tout le monde parle de la perf de Daniel Day-Lewis, qui est une des meilleures perfs de l'histoire. La perf de Paul Dano, Pareil, c'est- la scène du bowling à la fin. Voilà, mais il y a tellement... Enfin, la dernière heure de There Will Be Blood, pour moi, ça fait partie de ces heures parfaites, tu vois. Où en fait, tout file avec une telle... Voilà. C'est un chef-d'œuvre. C'est... Et juste ces pipelines d'essence, là, Ah là ces là. puits d'essence, visuellement, c'est. Et la musique de Johnny Greenwood, qui fait cette musique-là aussi dans Une bataille après l'autre. Ah, mais la musique est C'est bien. bien. Oui, le piano... Vous avez tous vu Magnolia du coup? Pas moi. Ah merde, putain, j'allais dire pourquoi les. Tu comprends? Oui. Il n'y a pas d'explication en fait, ça que je trouvais fou dans le film, non? Oui, ah ça c'est beau. Mais Magnolia, c'est un magnifique film sur les trajectoires inattendues. Ouais, l'effet papillon quoi. Ah, vraiment cool à voir, je te le conseille pour le Ouais, coup, ouais. Julien. Est-ce que tu as fait les chiffres du Oui, film? bien évidemment. Alors pareil, les sources, comme sur certains films quand ils viennent de sortir, sont pas très d'accord sur le budget. Selon certaines sources, c'est 130 millions, selon d'autres, c'est 175. Donc on va dire que le budget, il est entre les deux. Voilà, entre 130 et 175 millions de dollars. Donc ambition de blockbuster quand même, avec un budget pareil. C'est pas mal. Pour du coup un premier jour France qui était donc le 24 septembre à 61 884 entrées, c'était le premier des nouvelles sorties du jour. Et pour les avant-premières du jeudi soir aux États-Unis, il a fait 3,1 millions de dollars de recettes. Voilà. En vrai, je pense que c'est aussi l'effet DiCaprio, hein, parce que DiCaprio, c'est maintenant plus un acteur que tu vois tous les ans, C'est ça. et ça joue beaucoup.
C'est un des acteurs les plus bankable du cinéma actuel. C'est un événement de voir DiCaprio sur un écran, donc du coup, et c'est un nom qui amène les gens à aller, qui amène les gens en salle. Donc, Franchement, j'ai vu beaucoup de com sur lui aussi parce qu'il a beaucoup maigri, il s'est refait faire planter des cheveux, il redevient un peu beau quoi, comme à l'époque. Donc j'ai il vu arrête plein de de com dater des meufs dessus. de moins de 25 ans. Ouais, Je je sais sais pas. pas. Il est à 27 maintenant, 27-28, c'est pas mal. Et est-ce que c'est un événement d'aller voir Conjuring 4 ? Parce qu'ils en ont fait une sacrée com quand même avec Conjuring 4. Hein. Ah là là. En mode c'est le meilleur, c'est l'aboutissement. Je pensais vraiment qu'on allait tomber dans le panneau. Qui allait voir Conjuring 4 vraiment? Moi, Oh. et je regrette. Pigeon. Ouais, mais alors attends, parce que faut que je te dise de pourquoi j'y étais. Owen le sait. Ah oui, c'est bête. De base, je devais aller voir la ressortie de À toute épreuve de John Woo, que Owen m'a vendu. Que moi j'ai vu. Et alors là, j'ai enchaîné Barry Lyndon et à toute épreuve. Il m'a il m'a trop bien vendu À toutes épreuves, donc je voulais aller le voir. Il s'avère que ce métro 7 que j'ai attendu 10 minutes m'a fait du coup louper la séance. Oh. Et j'ai dû du coup regarder un peu ce qu'il y avait comme séance sur les arrêts de métro de la 7 sur lesquels je pouvais m'attarder. Il s'est avéré que je suis allé à UGC Gobelin pour voir Conjuring 4. Voilà, donc j'ai fait un downgrade de fou. Moi j'ai hésité parce que je suis tellement attaché à Conjuring que je me disais bon le 3 était nul mais bon autant terminer la saga, regarder le 4 tu vois. Et bah tu vois, puisque c'est le même mec qui a réalisé le 3, figure-toi qu'il s'est pas amélioré, c'est vraiment nul. C'est vraiment... Alors Conjuring 1 et 2 pour moi sont d'excellents films d'horreur parce que James Wan sait faire de l'horreur. Michael Chavez non. Pour moi c'est vraiment le seul talent de ce mec, c'est d'avoir une caméra qui sait tenir. Tu vois, genre vraiment il sait faire que des jumpscares qui ne fonctionnent pas de toute façon, hein, puisque certes le saga Conjuring ça s'est vendu sur ces fameux jumpscares que James Wan maîtrise tellement, mais Michael Chavez non. Donc je suis désolé, moi à un moment donné tu me vends la dernière enquête des Warren quand il passe littéralement 25 minutes dans la baraque et que tout le reste du film c'est juste des trucs qui se passent dans la maison des Warren en parallèle des trucs qui se passent dans la maison hantée sur l'affaire, et que t'attends facilement 1h20 de film pour que les Warren arrivent à la maison, il se passe quoi? Vraiment, t'es juste là à attendre D'accord, mais c'est quand qu'ils vont y aller en fait? C'est quand qu'ils vont y aller? Ah, ils y vont toujours pas. Ah bah ok, d'accord, on fête l'anniversaire d'Ed, ok. Du coup, en gros, de ce que je comprends dans le film, c'est que tu suis deux histoires parallèles. C'est ce qui ça. se passe chez eux avec tous les objets qu'ils ont un peu maudits. Mais même pas Et l'affaire forcément. principale, c'est ça? Et quand ça se passe chez eux, c'est que pas du drama parce qu'il y a pas de drame, mais c'est que du familial. Genre, on prépare le mariage de leur fille. Ok. Alors certes, il y a des éléments d'horreur qui arrivent dans ces moments-là. Mais il y avait déjà ça dans les premiers, mais tu sentais que c'était bien dosé. C'est qu'on suivait vraiment la famille qu'ils étaient en train d'aider. Oui. Effectivement, le monstre qui paraissait la vie privée des Warren. Voilà. Mais du coup, ça sentait, c'était mieux dosé, je pense. Voilà. Et là, Et puisque Michael Chavez ne sait pas iconiser ces monstres, Mhm. les démons ou les monstres qu'il crée, bah, il est obligé de réévoquer les anciens. ok. Ah, il a fait ressusciter Hugo Chavez. Donc, du coup, le truc le plus évident, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une scène d'horreur qui implique Annabelle. Oui, bah oui, ça Parce c'est que sûr. voilà, il s'est pas créé d'entité forte, bah du coup je suis obligé d'aller repiocher dans les films d'avant. Donc bref, c'était une perte de temps pour moi, la saga Conjuring. Après ce qu'avait fait James Wan, elle méritait mieux. Voilà. Donc non, absolument pas de recommandation On sur se ce film. confortera en regardant les deux premiers. Voilà. Au final, de Conjuring, il y aura les 4 films, 3 Annabelle et 2 nonnes. 3 Annabelle, 2 nonnes et La la Dame malédiction de la Dame Blanche. Voilà. Qui était 3 était- Annabelle. Et Ouais. à savoir que dans les Annabelle, le premier est une énorme daube, le 2 c'est très bien, Ouais, le 2 Ah. était bien. et le 2 était 3 cool. ça passe. Ok. Et je tiens à dire que la fille des Warren, elle a changé d'actrice tellement de fois que, putain, si tu fais la chronologie du personnage, elle change d'actrice tous les 2 ans. Enfin, elle change d'actrice à chaque fois qu'elle aurait 2 ans de Et plus. la nonne, il y en a 2, c'est ça? La nonne, il y en a Et 2. les 2 étaient Et pétés. les hein. 2 étaient pétés, ouais. Pour moi, le pire, vraiment le pire que j'ai pu voir, c'est la Dame Blanche. Ouais, Pour vraiment. le Et coup, ben, ça c'est le m'a- premier de Michael Chavez. Oh là là, Donc c'était voilà, Tu horrible. les as tous vus. Je les ai tous vus, les Il a films tout vu Conjuring. le Conjuring Universe. Le Conjuring Verse, je les ai tous vus. Voilà. Eh ben, Putain. C'est comme avoir la fierté nulle de dire que j'ai vu tous les films du SSU au cinéma. C'est vraiment le même niveau. eh ben, on va parler d'une autre fierté, les gars. Cocorico. Non, pas Cocorico Perdu. du tout. Il y a Atoman aucun investissement français là-dedans. est un film marocain. Et c'est pour ça que ça pose des questions. Parce que Atoman, c'est un film Prime Video qui est le premier super-héros marocain.
Disons marocain, parce qu'africain, je sais pas. Bah ouais. Enfin, il y a Black Panther. Bah voilà. Marocain. Et c'est nul. Non, mais c'est- Non, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un magnifique nanar. C'est un film raté de A à Z, qui est pas bien filmé, qui est l'étalonnage, il est complètement aux fraises. Ah oui. Mais par contre, le réalisateur, il a un truc. Il a un drone. Et il a les paysages, et il a les paysages marocains. Et les gars, j'ai trop envie d'aller au Maroc. C'est ça. Le film m'a donné envie d'aller au Maroc comme jamais. Bah, c'est trop bien, c'est que ça a marché. L'Office en fait- du tourisme Du Maroc. du voilà. Maroc vous présente. Après l'office du tourisme De Pologne. de Pologne dans Weird Pain, bah là Mais- on a eu l'office du tourisme de Maroc. Mais je vous jure que genre, en plus, il filme mal. Enfin, en fait, non, il filme bien les paysages montagneux du Maroc. Par contre, l'étalonnage, je peux vous assurer que vraiment, genre, ils savent pas gérer la lumière. C'est vrai. En fait- Le drone filme bien. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est factuellement un film avec lequel t'as envie d'être indulgent sur beaucoup de choses. Parce que tu comprends bien que le chef costumier, on l'avait pas prévenu que l'acteur principal était si fin. Ah oui. C'est-à-dire que le costume est trop grand pour lui. Il y a un gigantesque pli Oui. qui est dégueulasse. Et aussi sur le costume, t'as un truc, t'as une sorte de collier qui fait un effet miroir, et des fois tu vois l'équipe de cadrage là-dedans. Voilà, c'est débile. T'as le pire sidekick rigolo de l'histoire du cinéma. Franchement, ce personnage, t'as envie de lui foutre des claques constamment, t'as envie de dire qu'est-ce que tu fous dans ce film, bordel. Il apparaît et il harcèle le personnage en mode oh là là, tu es trop bien, tu es incroyable. Voilà, Mon pour vous donner le contexte, Fred vient de montrer l'image du costume à Julien. Mais le costume est pas mal en Sachant que vous plus. pouvez me le dire, mais c'est que j'ai regardé, mais l'acteur principal, c'est l'artiste. Voilà. Celui qui chantait Chocho Chocolat Voilà. il y a quelques années. De Non, Super sérieux Oui, Bah c'est oui. l'artiste. Et c'est Soprano qui fait la musique du D'intro, générique ouais. Ah ouais, mais c'est un film à Et il y voir a en fait. Samina Seri. en méchant. Et il y a le gars qui fait le doublage du loup dans le Chapeauté 2. Oui, Doudou Masta. Voilà. Et Il y a une ribambelle, hein. mais en fait, c'est un nanar. C'est un vrai nanar dans le pur esprit. Pas une Tommy Wiseau où genre c'est un nanar parce que j'ai raté le film. Ah si, du coup. Ah si, justement, c'est Ah. un nanar dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas un nanar à la Sharknado qui est fait en mode c'est débile. C'est des gars, ils ont vraiment essayé de faire un bon film. C'est ça. Ils se sont tellement ratés. Et c'est tellement beau. C'est ça. C'est de toute beauté, tellement c'est raté. Vraiment. Parce que tu vois l'effort, tu vois l'effort qui est fourni quand même. Hein. C'est franchement les gars avec des bières, des potes. C'est comme quand on en parlait, on comparait avec War of the Worlds. Genre ça c'est vraiment chiant à revoir, mais pour le coup, Atoman ça devient un nanar plaisant quoi. À Thoman, tu me dis viens on le mate ce soir avec des bières, je te dis mais vas-y mon pote. Ok. Franchement. Comme Mission Impossible. Comme Tammy and the T-Rex. Non, Tammy and the T-Rex c'est pas un nanar. Non, c'est pas. Bah oui, non, c'est vrai, c'est Non. pas un nanar. C'est vraiment bien. C'est un vrai film de second degré. Alors que Atoman, vraiment, il se prend au sérieux du début à la fin. C'est vraiment genre, tu es l'héritier des atomes du Maroc. Tu es le super-héros marocain qui va sauver le monde. Et genre, tu sais, t'as la CIA du Maroc qui réussit à intercepter le plus grand hacker du monde, tu vois. Voilà. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de vannes sur les dirhams pendant le film. Sûr ? Les dirhams. La monnaie de. Ah oui. Voilà, non mais chef-d'œuvre. Ok. Voilà, c'est merci Prime Video et merci le Maroc. Merci l'artiste. Chapeau. L'artiste. Voilà. Ouais, toi tu coupé. Oh merde. Bah voilà, c'était notre petite bifurcation sur les rattrapages. Il n'y en avait pas énormément, mais c'est bien, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec les chiffres de Leonardo DiCaprio. Et oui, j'ai l'impression de monopoliser la parole en ce moment, mais bon, j'ai préparé une chronique, faut bien que je la fasse. Donc à l'occasion de la sortie d'une bataille après l'autre d'où on vient de parler, j'ai voulu m'attarder sur un acteur qui se fait de plus en plus rare sur les écrans ces dernières années, Leonardo DiCaprio. Alors je vais pas lancer le débat sur la question de est-ce que DiCaprio est une grande icône du cinéma ou pas. Moi j'ai un chiffre 25. Ah oui, C'est petit, ça. c'est petit. C'est petit. Mais les chiffres de DiCaprio sont assez parlants. C'est pour cela que je vous propose de commencer avec 34 ans de carrière. Donc 34, c'est ce nombre d'années de carrière depuis son premier rôle dans Critters 3. 32 films à son actif, en comptant une bataille après l'autre, donc un peu moins d'un film par an, avec DiCaprio à l'affiche, si on fait la moyenne. 25, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels DiCaprio a travaillé. Il a travaillé au moins 2 fois avec 3 réalisateurs, dont un, bien évidemment, Martin Scorsese, avec lequel il a fait 6 films. Autrement, il a été sous la direction 2 fois de Quentin Tarantino pour Django Unchained et Once Upon a Time in Hollywood, et de Baz Luhrmann pour Roméo plus Juliette et Gatsby le Magnifique.
On peut noter que, comme Tom Cruise, dernier acteur dont on a traité dans les chiffres, Leonardo DiCaprio a travaillé avec bon nombre de réalisateurs importants, comme les 3 cités précédemment, mais également donc Paul Thomas Anderson dorénavant, Christopher Nolan, Sam Mendes, Ridley Scott, Woody Allen, Sam Raimi, Alejandro González Iñárritu, James Cameron ou encore Clint Eastwood. T'as cru que j'allais pas citer James Cameron, toi? Ouais, j'ai cru qu'il allait falloir corriger des choses. Non, j'ai bien pensé à James Cameron. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est lequel selon vous? IMDb? Bah, ça va être Titanic. Non. Ah, Inception doit être au-dessus de Titanic, je pense. Django. Django. C'est vrai, c'est cohérent. Ouais, peut-être Django. Inglourious Bastard, allez, pour Non. la contradiction. Il est Non. pas dans Inglourious Basterds, c'est qu'est-ce que tu me racontes? Inglourious Bastard, pardon. Once Upon a Time in Hollywood. Non, moi je restais sur Titanic. Django. Julien, faut suivre la première intuition, c'est Inception. Faut suivre Ok, la première Inception, ok. intuition, parce qu'avec 8,8 de moyenne sur 10, je tiens à le préciser, c'est un des films les mieux notés de IMDb, Inception. Et à contrario, son film le moins bien noté, c'est lequel? La plage? Critters 3. Oh non. Ah, faut aller chercher dans les vieux films. Mort ou vif ou un truc comme ça. Non, c'est bien Mort ou Oui. Ah, je J'ai sais pas pas. vu. Bon, la plage. Non, attends. Peut-être Gilbert Grape. Non, c'est pas si Oh mal non. noté, Gilbert Grape. Bon, les Non. Critters 3. T'as tout bon, Fred. Oh. Et oui, c'est son tout premier film, Critters 3, donc qui a 4,5 sur 10. Et il faut savoir que Leonardo DiCaprio a joué dans des films notés en moyenne 7,2 sur IMDb, ce qui est vraiment pas trop mal. Non, mais c'est un mec qui choisit très soigneusement ses films C'est pour pour le coup. ça, et c'est pour ça qu'il se fait de plus en plus rare, parce que je pense qu'il choisit très bien. Quand tu Mais- vois les critiques dithyrambiques de One Battle After Another, C'était quoi son dernier film avant le Paul Thomas Anderson? et bah je me demande si c'était pas C'est Once Scorsese. Upon a Time. Non. Ah non, Killers of the Flower Moon. je dis des bêtises. Ah oui, c'est vrai que ça avait pas beaucoup de films du coup. Bon, on en a parlé il y a 2 ans. un Ouais. an. Mais tu vois, c'est pas énorme. Hein. Mm. Quand tu vois des acteurs qu'on en parle tout le temps. Oui. Timothée Chalamet. Bah oui. Parlons box-office maintenant. DiCaprio, niveau box-office US, a quand même engrangé plus de 2,7 milliards de dollars de recettes, avec comme plus gros succès... Titanic. Bah oui, bien évidemment, merci Owen. Avec plus de 659 millions. Niveau mondial, sans grande surprise, puisque James Cameron défonce tout au box-office depuis près de 20 ans, c'est également Titanic son plus gros succès, avec plus de 2,2 milliards de dollars de recettes. Mais c'est le seul film de sa carrière à avoir dépassé ce seuil symbolique du milliard de dollars. L'ensemble des recettes mondiales des films dans lesquels Leonardo DiCaprio a joué s'élève à plus de 7,6 milliards de dollars, avec une moyenne folle de près de 264 millions par film, ce qui est vraiment pas mal. En France, pas de surprise également non plus, puisque Titanic est premier du box-office hexagonal depuis plus de 20 ans, avec plus de 20,6 millions d'entrées avec sa sortie initiale et plus de 22 millions d'entrées avec les ressorties du film. Mais à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées est un film déjà évoqué. Critters. Critters 3, encore une fois cité dans cette chronique, avec seulement 404 entrées au cinéma. Owen, il serre les dents. 404 en France. Waouh. Oui, oui, 404. Mais ça devait être, tu sais, comme c'est un film un peu de série. Ah ouais, non, c'est de la série B toute bête. Ça devait être dans mais, des petits ciné du soir. Putain, moi je kiffais. Hein. Franchement, Critters 2, c'est film de l'enfance. Hein. Vous allez voir, ça va être très parlant comme chiffre là ce que je vais vous donner, puisque 19 des films avec Leonardo DiCaprio ont dépassé le million d'entrées en France sur 31, donc on peut estimer 20 sur 32 je pense avec Une bataille. une bataille après l'autre, merci, j'étais en train de me perdre. Et juste pour vous donner le vertige, parmi donc, ces 19 films qui ont dépassé le million d'entrées, 11 ont dépassé les 2 millions, et 7 les 3 millions. Et 3 les 4 millions. Bah, il est bankable, hein. Donc, et donc, du coup, un qui est tout au-dessus à plus de 20 millions d'entrées. Voilà. Au total, du coup, en France, les films avec DiCaprio, c'est plus de 67,6 millions d'entrées, avec une moyenne, encore une fois, exceptionnelle, de plus de 2,4 millions d'entrées par film, même si, bon, Titanic, avec ses 20 millions, il élève bien la moyenne, je pense. Et autre truc assez dingue sur les entrées françaises de DiCaprio, si on enlève Mensonge d'État de Ridley Scott, tous les films sortis avec Leonardo DiCaprio depuis l'année 2000 ont fait au minimum 1 million d'entrées. Beau gosse. Voilà. Désolé, c'est à cause de Ridley Scott qu'il a pas la stat parfaite. Et c'est marrant parce que chaque fois qu'on a fait des jokers, on cherchait des acteurs, on n'a jamais mis DiCaprio dedans. Les quelques jokers qu'on a fait, on refaisait des castings de films, comme Ouais. sur Mad Max, où on a fait d'autres films aussi. Mais je Quand pense... on faisait le Mission Impossible, bah, on n'a jamais pensé à remettre du DiCaprio alors qu'il est super bankable. Ouais, mais je pense, justement, un des trucs rigolos avec DiCaprio, c'est qu'il va souvent chercher dans des rôles où tu l'attends pas. Genre Don't Look Up, ce type de rôle, ça lui va parfaitement, et pourtant, genre, tu l'aurais pas prédit dans un type de ce Pour film. le coup, tu vois, je l'ai pas vu dans Don't Look Up. Enfin, j'ai pas vu Don't Look Up, mais j'ai l'impression qu'il est souvent associé quand même à ce personnage un peu hystérique,
Toujours au bord des larmes, Ouais, toujours mais- un peu à se vénère. Ça survient dans le film pendant une scène, mais Ouais. quand tu regardes l'affiche et le pitch du film, ça prédit pas forcément qu'il va péter un câble. Hmm. Au niveau des récompenses, Leonardo DiCaprio, c'est 395 nominations dans des cérémonies de récompenses pour 110 victoires, dont un Oscar du meilleur acteur pour The Revenant, après nombre de nominations infructueuses, et 3 Golden Globes pour Aviator, Le Loup de Wall Street et The Revenant encore une fois. Passons à nos chiffres sur la filmographie de Leonardo DiCaprio. Donc au nombre de films vus avec Leonardo DiCaprio, Julien et moi-même sommes bons derniers avec 11 films vus, Oh. Owen est deuxième avec 13, T'as gagné. Mais et non. Fred est en tête avec 15 films. Mais c'est fou. Donc près de la moitié de la carrière de DiCaprio, tu l'as vu. Hein. Putain. Ok. 7 films avec Leonardo DiCaprio ont été vus par tous, et plus des films contemporains, car bien évidemment, Une bataille après l'autre en fait partie, vu qu'on vient d'en parler, mais également Killers of the Flower Moon, puisqu'on en avait parlé dans l'épisode 3 de DCP Remember. Viennent ensuite Once Upon a Time in Hollywood, Le Loup de Wall Street, Django Unchained, Inception et Shutter Island. Attends, on a Titanic. Attends. A contrario, 15 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont J. Edgar Eastwood, Blood Diamond, Roméo plus Juliette, La plage ou encore Critters 3. Alors, Petite watch party sur le film, les gars, quand même, par contre, Critters 3. alors, en fait, Critters 3, je l'ai vu quand j'étais gamin, mais j'en ai aucun souvenir. Oui, tu m'as dit, donc je savais pas si je le comptais ou pas. Voilà, pareil pour Roméo plus Juliette, je l'ai vu en cours, mais on a manqué les 30 dernières minutes. Ouais, donc ça compte pas quoi. Ouais. Voilà. Donc t'as bien fait de préciser. Mais attends, sinon, revenons-en sur Titanic. Le seul à avoir vu un film de DiCaprio que les autres n'ont pas vu, c'est Fred, car il est le seul et l'unique visionnage d'Aviator parmi nous 4. Mais Ouais. non. Sérieux? Ouais, Ok. non, mais c'est un Alors moi, film. je l'ai rattrapé récemment, hein, il y a 2-3 Ouais. mois, parce que j'avais honte de pas l'avoir vu. Moi, me dis, je putain, repousse. on en parle. Je repousse tout le temps. Ok. Et enfin, c'est le moment de Bully Julien, puisque dans les films qu'il manque à une seule personne d'entre nous, Julien est le seul à ne pas avoir vu The Revenant, mais surtout, le seul à ne pas avoir vu Oh. Titanic. Aucune honte, je connais le film, je sais comment ça se termine. Mais non, mais faut le voir, faut le voir. En plus, il ressort au cinéma souvent. Alors, en vrai, The Revenant, moi, j'étais pas très content quand j'ai vu le film. Je trouvais le film. Oh, moi j'avais kiffé pour le coup. Je suis Ouais. pas fan de The Revenant, personnellement. Ok. Mais Titanic, mec. En plus, vu que le film il ressort souvent en salle, Tous les 5 ans à peu en, près. en 3D, mec, 4K. À voir au ciné. Genre, ouais, pour le franchement, coup. je t'assure, en fait, c'est. Forcément, on connaît tous l'histoire et ça semble convenu, mais je t'assure que c'est un film tellement impressionnant. C'est tellement prenant. En fait, c'est James Cameron, l'histoire est pas ouf, mais Quoi le film est fou. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. C'est vrai que Titanic, quand tu regardes le scénario, t'es en mode bon, ok, je connais. Mais par contre, Titanic, en tant qu'expérience visuelle, à le voir au En fait- cinéma, absolument. Voilà. En fait, c'est pas des histoires qui vont te surprendre, mais par contre, c'est des personnages qui vont te prendre avec beaucoup d'émotion. Je te jure que Jack et Rose, je les aime. Je les aime. Je les aime, putain. Qu'est-ce que je- T'aimes la porte ou pas du coup? Et donc pour finir, je suis le seul d'entre nous à ne pas avoir vu Gatsby le Magnifique. Ok. Ouais, vu au ciné à l'époque, ça. Pas Ouais. marqué. Je sais ce que pense Julien. J'aime pas Gatsby le Magnifique Je sais. de Ouais. Lorman. Et le même, le fameux même. C'est lequel? Ah oui, Ah, avec c'est- le champagne. Ça donnait des beaux mèmes. oui. Mais DiCaprio était un Et- faiseur de mèmes. Est un faiseur de mèmes, ça, Ouais. je voulais en parler. C'est fou, hein. C'est un des plus. Ouais, le même de Django Unchained, il est génial. Bah, le même de Bah, Once Upon a Time oui, in Hollywood, je quand pensais même. surtout à celui-là. Maintenant, Oh, il y en a deux même. C'est Le pas truc bien. où il chiale aussi, tu vois. Où il se fait. Ouais. C'est devenu un piche même aussi. Mais en même temps, il est tellement extrême comme acteur que. Oui, mais même dans le Loup de Wall Street. Hein. Ah, c'est un mème aussi, bah, la danse de DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Ouais. Et quel serait le même d'une bataille après l'autre? Moi, ce que bonne j'ai- question. Gracias, Senpai. Ouais, peut-être. Moi, ce que j'ai trouvé peut-être. drôle, c'est qu'à un moment, dans le film, il refait le même de Once Upon a Time in Hollywood. Ah Je sais pas bon si vous avez remarqué à un moment, Ah, il j'ai est un pas peu fait assis gaffe. sur un fauteuil, et il a un peu. filme Tu sens son- qu'il a la vibe. Il filme du son même. joint. Ouais, voilà, il est un peu en mode. Je pense que tu peux trouver un mème sur une des scènes du téléphone. Ah ouais, peut-être Ouais, la alors, fin. soit ah oui. soit dans la cabine téléphonique, soit chez Benicio del Toro, une des deux, tu dois avoir. Non, mais- Ah un non, moi mème. je pensais au téléphone à la fin. Quand il veut se faire un selfie. Ah oui, oui. Voilà. Non, je sais. Ils vont faire un mème à partir du moment où Benicio del Toro il fout DiCaprio en dehors de la bagnole. Genre, tu sais, en mode. Ah ouais, oui. Casse-toi. Et genre, tu sais, vu qu'il essaye de se débarrasser de DiCaprio parce que c'est un peu un encombrant dans sa voiture, et ben voilà, genre en mode, tu feras un mème de genre, moi dans la position de Benicio del Toro et le déchet, donc DiCaprio, en mode genre, mes carnets de cours après le bac. Ouais, voilà, ok, je vois le truc. Voilà. Merci pour tes chiffres, Jérémy. De rien. Merci. C'est l'heure du Joker. Alors, Ok, tu l'as bien préparé. non. Ah. Non, en fait, je l'ai écrit un peu comme ça parce que c'est les émotions. Le 16 septembre 2025, il y a un monsieur très important dans ma vie qui est mort. Un monsieur dont je n'avais vu qu'un film jusqu'ici, c'était Robert Redford.
Ok. Ça m'a fait un coup de poignard quand il est mort. Parce que Robert Redford, depuis que je suis tout petit, ma mère m'en parle comme Dieu. Et bon, je vais lire. Je pense, la disparition qui m'a le plus impacté cette année 2025, alors que j'ai finalement vu peu de films avec cet acteur. Mais Robert Redford avait un rôle important dans ma famille puisqu'il a été le crush absolu de ma mère. Je m'en vais la citer parce que du coup je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Parce que c'était important. Après cette Ouais. Et terrible nouvelle. j'ai noté ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, si maman, tu écoutes ce podcast, probablement parce que je t'ai envoyé ce lien en disant regarde, je parle de Robert Redford, bisous. Et donc je la cite factuellement. Ok. C'est marrant parce qu'elle en a parlé vraiment avec. Tu l'entendais au téléphone, genre c'était. Elle en parlait ouais. comme d'un divin monsieur, quoi. Ok. Physiquement, il est l'être le plus beau qui existe. Tout chez lui est magnifique. Son regard, la façon dont il ouvre sa bouche, dont il la laisse suspendre, il est séduisant. Ce qui est dingue, c'est qu'il séduisait jeune, mais malgré l'âge, il est devenu moins beau. Il avait toujours cette beauté intérieure. Chez certains êtres, comme Brad Pitt, tu lui supportes plus, il perd son charme. Alors que Redford, il a jamais déçu. Il était droit, des valeurs magnifiques. Il a travaillé pour l'environnement, il a développé le Sundance Festival, il a vécu sa vie classe. On n'a jamais entendu parler de débauche. C'est un être magnifique dans tous les aspects. Il n'y en a pas un autre. Extrêmement séduisant. Waouh. Donc, Que d'éloges. ah, ça, ma mère, elle a eu 3 crushs dans sa vie. Redford, Brad Pitt, Gaspard Ulliel. Il y en a 2 sur 3 Il qui y en sont a morts. encore là. un, ouais, vivant. Ouais, mais elle le supporte plus. Ah. Donc comprenez bien que depuis gamin, moi j'ai baigné dans cette glorification de Robert Redford, alors que avant sa mort, j'avais vu que Out of Africa, je crois. Donc ces derniers jours, j'ai essayé de rattraper ce que j'ai pu. J'ai vu les 3 jours du Condor, j'ai vu Les Hommes du Président, mais voilà, j'ai manqué Jeremiah Johnson, Gatsby le Magnifique, Butch Cassidy le Kid, et surtout j'ai manqué L'Arnaque. De L'Arnaque, genre depuis que j'ai 5 ans, ma mère m'en parle. Et avec ce Joker, en fait, je voudrais tisser un portrait, mais finalement, j'ai peu d'éléments autres que la glorification de ma mère, mais quand même un portrait de Redford à travers les yeux, voilà, d'un jeune garçon qui a toujours appris à l'aimer sans en savoir forcément beaucoup, et donc de ce que j'ai découvert ces dernières semaines sur Redford. Je vais pas vous faire l'affront de réciter sa vie et sa carrière. D'autres journalistes l'ont fait avec beaucoup plus de justesse et de professionnalisme, mais je vais vous dire ce que j'aime quand même chez Redford, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. J'aime son engagement politique, parce qu'il a pu avoir, en produisant un film tel que Les Hommes du Président, ou en incarnant... il a incarné en fait une Amérique idéaliste, celle qui œuvre pour les minorités et pour l'environnement. Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle Votez McKay, dans lequel il incarne un jeune idéaliste qui se présente au présidentiel. D'ailleurs, cette vision de l'Amérique idéaliste, très progressiste, il la tient de ses études qu'il a fait à Florence et à Paris. D'ailleurs, il a étudié de l'art, et c'était avant d'être acteur, il voulait être un décorateur de théâtre, et vivre loin des USA, ça lui a permis d'avoir du recul. Et il a dit « J'ai commencé à regarder mon pays sous un autre angle, j'ai changé mes valeurs ». La vision que j'ai également de Redford, c'est celle d'un homme luttant pour l'environnement et pour la liberté. Parce que dans Out of Africa, en fait, c'est un homme qui se refuse à une idylle avec Meryl Streep, parce qu'il est trop près de la nature, il aime trop les animaux, et en fait, sortir avec Meryl Streep, ça lui priverait de sortir avec les animaux, de traîner avec les animaux. Et il y a également cette simplicité, je suis tombé sur beaucoup d'extraits de beaucoup d'interviews où il expliquait voilà, que là, en ce moment, il prend 4 ans pour lui, pour sa famille, pour prendre du temps à apprendre à dresser des chevaux. Voilà, quoi, il voulait monter une ferme. Donc en fait, j'aime beaucoup le côté simple, modeste, tu vois, il essaye pas d'attirer le regard sur lui, mais pourtant, c'est Redford, quoi. C'était quand même, dans les années 60-70, une star ultra bankable. Et voilà, j'en arrive un peu à tout ce que j'aime. Et vous, en fait, désolé, j'ai pris beaucoup la parole, mais en fait, qu'est-ce que ça vous avait fait, en fait, vous, Robert Redford ? Moi, j'ai rien vu de lui. Ok. Pareil, je suis pas un grand connaisseur Je de ne son voyais- cinéma. Je vais pas te mentir, je connais le nom et tout, mais j'arrive même pas à me visualiser la tête du mec. Waouh. Tellement je n'ai jamais fait l'effort d'aller vers Ah ouais ? cet acteur. Je connais le nom, je sais qu'il a marqué son époque, mais Ouais. je n'ai rien vu. Vraiment là, pour le coup, je peux pas. J'ai vraiment rien vu de lui. Parce que j'ai un pote, lui, par contre, il connaît sur le bout des doigts Robert Redford. Je me souviens, il en avait fait un exposé en cours d'acteur. Mhm. Il avait sorti l'extrait du film Le Meilleur, où il joue un joueur de baseball. Ouais. Et effectivement, enfin, c'est vraiment un acteur sur lequel il y a énormément de choses à dire sur sa persona et sur son engagement, les différents rôles qu'il a pu avoir dans des thrillers politiques. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, ouais. Non, mais je regardais les films dans lesquels j'ai vu Robert Redford. Excuse-moi, en fait. bah oui. Oui. Et j'ai vu que son rôle dans Captain la même America. série, voilà. Moi, j'ai vu 2 films, Hmm. Pat Garrett et
Billy the Kid, c'est Non, ça Butch Cassidy. Je confonds tout le temps les deux. Mais d'ailleurs, ce film, je l'ai vu parce que je voulais voir Pat Garrett et j'ai confondu, donc Butch Cassidy et le Kid, que j'aime vraiment beaucoup. Et après, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, j'avais vu Et ici coule une rivière. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais après, en fait, Robert Redford, j'ai vraiment aucun lien, que ce soit sur sa personnage, sa figure. Pour ça, c'est juste un nom que je connaissais. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au travail et qu'on m'a dit « Oh, Robert Redford », ça parlait beaucoup de Robert Redford, moi, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid, parce que ça n'a pas eu d'impact dans ma vie. Mais du très peu que j'ai pu voir, c'était de qualité, voilà. Butch Cassidy et le Kid, c'est vraiment un très bon western. Et Ici coule une rivière, c'est sympa. Mais c'est comme Claudia Cardinal, tu vois. Mais quoi, Claudia Cardinal, ça m'a plus marqué que Robert Redford pour le coup. Parce que Claudia Cardinal, c'est Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, il était une fois dans l'Ouest, rien que ça. Mais c'est vrai qu'en fait, Robert Redford, c'est un peu comme ce qu'on disait précédemment sur DiCaprio, c'est-à-dire que c'est un mec qui choisissait beaucoup ses films, qui a réalisé aussi, hein. Il a réalisé 5-6 films. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est un film qu'il a réalisé. Ici coule une rivière, du coup. Et voilà. Au milieu, pardon. Mais comme il était très modeste et que finalement il a terminé ses jours un peu tranquille avec sa famille, de ce que je comprends, les gens l'ont un peu... C'est ça, hein, il n'avait pas fait de film depuis 2018 ou 2019. Il a fait des petits rôles dans des trucs. Là, j'ai vu Le Monde de Charlotte, le petit cochon, là, je sais pas si vous voyez, avec l'araignée. Voilà, il a joué dedans, ou Captain America, il a un petit rôle, quoi, non ? Non, apparemment, il y a plein de films qui sont à voir. Il y a Jeremiah Johnson, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Butch Cassidy, moi, je l'ai toujours pas vu. Voilà, après, moi, j'avoue que les deux films que j'ai vraiment envie de voir, dans lesquels il y a Robert Redford, c'est Le Meilleur et Spy Game. Voilà. Parce que c'est Tony Scott. Ah oui, d'accord. Le Meilleur, il est sur Canal+, d'ailleurs, en ce moment. Spy Game aussi, du coup. Mais de toute façon, c'est une grande figure du cinéma des années 70, de toute cette période nouvelle Hollywood. Mais je me dis, c'est intéressant ton sujet, parce qu'en soi, on pourrait le transposer chez nous. Quel acteur on pourrait pleurer, quoi ? On serait vraiment un peu comme ce qu'a pu dire ta mère, tu sais, genre idolâtrer et être un peu tu veux dire sur le cul s'il meurt, quoi. Acteur français ? N'importe quel. Non, un acteur américain ou n'importe quel acteur, mais chacun, quoi. Le truc, c'est que Redford, c'est quand même un acteur qui a eu le temps de vieillir. Et qui l'a accompagné, elle, pendant voilà. sa vie, Non, mais je pense que le jour où un gars comme DiCaprio va mourir, tu vois, ou Brad Pitt, genre c'est quand même... c'est des têtes qu'on connaît depuis qu'on regarde du cinéma, en fait. Bien sûr. Tu vois ? Enfin, Titanic, c'est même si on voyait pas le film quand on était enfant, quand on était enfant, Titanic, c'était le film le plus gros box-office du monde. Il apparaissait tout le temps dans les journaux. Donc la tête de DiCaprio, ça fait quand même partie des têtes qu'on connaît depuis qu'on est gamin. C'est vrai. Et le jour où il va s'en aller, ce sera costaud. Ouais, je suis d'accord, Ouais, je sais, en fait, ton rapport à l'enfance, moi je pense que, même si j'ai pas suivi toute sa carrière et que je suis pas un immense fan de cet acteur, quand Tobey Maguire il va mourir... Ah bah ouais ! De ouf. Ah ouais, carrément, quoi. Mais tu vois, Tobey, ça va il est faire trop quelque chose. rattaché à Spider-Man ou à quelques films où il était bon dedans, mais j'ai pas assez de films, tu vois, comme Brad Pitt ou DiCaprio. Mais non, mais le truc, c'est qu'on va avoir ce rapport-là à l'enfance. C'est un des premiers visages de cinéma dont on se souvient. Après, ça dépend de... ça dépend de ta cinéphilie, mais... Mais Tobey Maguire, en dehors du cadre du cinéma, en tout cas en tant que persona people, c'est pas quelqu'un de très appréciable. C'est ça, le truc. Alors que Robert Redford, on l'a dit, il avait pas de casserole au cul. C'est un mec, tout le monde le respectait, même Donald Trump. Même quand on a annoncé à Donald Trump alors que idéologiquement les gars sont des opposés absolus, Donald Trump il a rien eu à dire de négatif sur Redford parce qu'il y a factuellement pas. C'est rare ça. Non mais voilà quoi, c'est un gars, il était plutôt chill, mais clean. Tu vois, quand tu regardes Brad Pitt et DiCaprio, j'ai pas l'impression qu'ils sont non plus hyper sympas en dehors de leur film, tu vois. DiCaprio, il y a tout ce truc où il dépense sa thune. Je crois que j'avais vu une affaire sur les hôtels financés par Israël, un truc comme ça, non ? Il y avait toute une affaire. En même temps, quel acteur n'a pas de casserole au cul en fait? Non, mais j'ai l'impression que les deux, en tout cas, Brad Pitt et DiCaprio, c'est pas non plus. Après, il faut aussi dire qu'on n'est pas dans les mêmes époques. Ce que je veux dire, le rapport à la célébrité, des mecs comme Brad Pitt, on parle de mecs qui se sont infiltrés chez lui tellement ils étaient fans de lui, des mecs des fans qui l'ont harcelé. Donc je pense que, mais c'est pareil comme Tobey Maguire. En fait, je pense qu'ils n'ont pas le même rapport aux fans et au monde extérieur. Alors que dans l'époque de Robert Redford, t'as pas des réseaux sociaux, t'as pas. Je pense que tu peux vivre beaucoup plus tranquillement en tant qu'acteur. Donc je pense que forcément, ça a un impact sur ton rapport au monde extérieur et aux fans. D'ailleurs, ça me fait penser à tout à l'heure, je suis tombé sur un extrait de Harrison Ford qui se balade dans les rues de New York avec un sac plastique à la main, tu vois. Il fait sa vie, quoi. Ouais. Et t'as forcément des gars qui essayent de se prendre en vidéo devant lui, enfin, en mode je fais un selfie, et Ford, il avance, il s'en fout, il veut juste marcher dans la rue, quoi. Effectivement, ce truc-là, effectivement, la célébrité, ça existait dans les années 70, mais ce truc d'être toujours pris à part pour être pris en selfie avec des gens, ça existait pas. Non, mais voilà, je voulais pas faire, tu sais,
partir sur un truc morbide et essayer de faire des prédictions. Mais c'est vrai que dans les grandes figures du cinéma qui vont potentiellement mourir dans ces prochaines années, parce qu'il faut dire qu'on va... Après, il y a peut-être pour des mecs comme DiCaprio et Brad Pitt, ils ont quand même de la marge. Non, mais moi je pensais à des acteurs sur lesquels ça pourrait arriver dans pas longtemps et ça me fera quelque chose. Je pense des acteurs comme Morgan Freeman, comme Michael Caine, ça va me faire quelque chose. Ah ouais. Clint Eastwood aussi en soi. Ouais, Clint Eastwood, oui, en tant je que pensais même réalisateur plus, et mais- acteur. Clint Eastwood, ça se compte sur les doigts d'une main, Alors, malheureusement. en vrai, je pense qu'il est encore. Alors, Chuck Norris, en ce moment, il va bien. Il fait des randonnées dans les En ce moment, montagnes. il va bien. Il peut repartir à tout moment. Mais en vrai, un gars comme Schwarzenegger, Ah oui, aussi. aïe aïe aïe. Eh, moi, le jour où Il Schwarzenegger est il meurt, énorme, il est grand, le mec, il va mourir de. Je sais pas, ses artères vont être bouchées, hop. C'est quoi, il a 70, non? ouais, plus que ça. Mais je me souviens par exemple un gars comme Bob Hoskins qui jouait dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oh là là, Ah ouais. il est mort le jour de mon anniversaire. Ah merde. Ah, je l'ai mal pris. Bah, je sais pas, ouais, il y a d'autres gens. Sylvester Stallone, il a quel âge lui aussi? Tu vois, Ouais, tous ces Ils ont gars-là. le même âge que Schwarzenegger. vois. Malheureusement, Bruce Willis, ça va pas tarder aussi, ça se trouve. Tu parles d'acteur, ouais, franchement, ouais. Bruce Willis, tu vois, Bruce Willis, c'est typiquement le genre d'acteur. Même si j'avais jamais vu beaucoup de films de lui, tu mets Bruce Willis sur l'affiche. Je voulais voir Bruce Willis. Quand j'ai vu le film d'Edward Norton, j'ai plus le nom de son film. Ah Il a oui. fait un film. Un truc Affairs. Oui, Brooklyn Affairs. Brooklyn Affairs. Je suis Ah. allé voir ce film pour une seule raison, parce que j'ai vu Bruce Willis. Il apparaît 5 minutes dans le film, j'étais dégoûté. Mais genre Bruce Willis, quoi. Ah, C'est juste l'aura de Bruce Willis. c'est vrai que les dernières photos qu'on a eues de Bruce Willis, elles crèvent le cœur. Hein. Genre, tu penses cinéma d'action, t'as Stallone, Schwarzy et t'as Bruce Willis. Tom Cruise. Oui, oui, action, c'est vrai que mais Tom Cruise, je me dis surtout grosse cascade, grosse performance. Puis il est immortel, Tom Cruise. Il va jamais mourir. Je pense qu'il a un c'est sûr. clone, Tom Cruise. Il Ouais, a il a déjà un clone. préparé Franch- la transition. Franchement, Tom Cruise, je pense que c'est un mec qui va vivre 100 ans. Ouais, non, non. Tu vois, genre, il y a eu Kirk Douglas qui a vécu plus de 100 ans. Bah, je pense que Tom Cruise, lui, il va y arriver. Non, il aurait pu vivre 100 ans, mais il va se faire tuer par quelqu'un. Ou alors Tom il va se Cruise. tuer en faisant une cascade. Ouais, un truc un peu, tu vois. Et j'avoue que lui, les articulations, là, quand il va passer les 75-80 Ah ouais, ça ans. va être dur. hein. S'il va jusqu'à 100 ans, hein, franchement, il est fort. hein. Je sais pas s'il tournera jusqu'à 100 ans par contre. Non, mais moi, j'ai beaucoup ce rapport-là aux rockstars, par contre. Oui. Les rockstars des années 70 qui sont mes idoles. Genre, Oui, toi, tu les vois ouais, tomber Oh, peu à peu. mais là, il y a eu Ozzy Osbourne cette année. Pourtant, j'écoute 25. j'écoute pas trop Ozzy Osbourne, mais je te jure que ça m'a fait un coup. hein. Franchement, je l'ai. Parce que je pense que tu te rends compte que après lui, ça va être ceux que tu apprécies énormément. Bah ouais. Le jour où David Gilmour il meurt, genre vous me voyez pas pendant une semaine. hein. Ah ouais. Ah, Quand mais... ce sera Nadal. Ça va, Il a le temps, là. il y a le temps. Ouais, Nadal, ça va, tu vois. Mais genre. En fait, quand ça touche à des gens qui influent sur ta vie, et C'est genre ça. qui ont influé sur pourquoi on est là, bah tu vois, ça fait un choc. Et je pense que pour Robert Redford, c'est le cas de beaucoup de gens. Moi, je me demande, ce sera qui le prochain River Phoenix? Tu sais, à mourir, genre la vingtaine, dans le début de sa carrière, tu vois. Bah, faut que tu trouves un très bon acteur qui a la cote en ce moment et tu le fais mourir. Bah, Allez. on pensait à Timothée Chalamet Voilà. parce que c'était ça, mais le Tom mec a l'air Holland, d'être. il nous a fait une dinguerie sur une cascade. Le Oui, tournage, c'est il s'est vrai, arrêté, putain, donc ouais, ça se c'est trouve, bien il peut refaire s'arrêter. un truc. Hein. Bah ouais, mais tu vois, à l'époque, c'était vraiment des acteurs qui étaient décédés dû à la consommation de drogue, à la dépression, à plein de trucs qui étaient mal gérés par Hollywood. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est mieux géré, donc j'imagine pas Timothée Chalamet tomber dedans ou Tom Holland non plus. Mais effectivement, un accident de Malheureusement, cascade. oui, un accident. On ne Ouais. le souhaite pas, évidemment. Un accident est si vite arrivé. Oui. C'est quoi ça déjà? Un simple accident. Un simple accident, c'est le prochain film. Prochain Ouais, film. C'est mais- ça, t'as teasé en fait là, c'est ça? Eh, mais d'ailleurs, le prochain épisode, mais qu'est-ce qu'on va en avoir des films à parler? Bah oui. Parce que. Il y a un simple incident. Ouais, il y a d'autres trucs aussi, je sais. Il y a un simple incident. Il y a plein de trucs. Bah il y a Marche ou Crève. Ah, il y a Marche oui, ou il Crève. y a Marche ou Crève. Marche ou Crève qu'il y a, ça me fait peur. hein. Un peu. Ça me fait peur. Je sens que ça va pas être bon. Film à concept. Non, mais surtout, Non, c'est bah. une adaptation d'un truc qui va être compliqué. hein. Impossible à adapter. Impossible n'est pas vrai, mais. Il n'est pas français. Ouais. Je sais plus pas français. Non, non, Je mais- tiens à préciser, je sais pas ce qui se passe dans Marche ou Crève pour qu'il soit interdit moins de 16 en France. hein. Ah ouais. Ah oui. Il y a C'était mieux demain, avec Titi Bourdon. Ouais, et bien Elsa sûr. Zedersheim. Il n'y a pas le. Il y a Tron. La Palme d'Or. Tron, c'est Oui, c'est mort. un simple accident, la palme Ah d'or. oui, ok. Tron, c'est mort, les gars. Tron. Ah, il y a Nouvelle Vague aussi, de Richard Oh, Linklater. ah, Ça sort oui. le 8 Bah ouais, ça sort. Ouais, ça sort C'est ce le que va aller voir Julien. En vrai, j'ai pas beaucoup d'espoir sur ce film, et c'est Linklater. Donc... Ouais, j'avoue que le trailer me donne vraiment pas envie. En Non, fait. mais en Il vrai. s'est fait genre, défoncer, le film. Non, mais Ah ouais il a une très mauvaise presse, mais ça ne veut rien dire de Ça toute ne veut façon, rien parce dire, que ouais. regardez, le Pitié a eu une très bonne presse, Ouais. et Voilà. voilà, mais en fait, sur le projet en lui-même. Mais Il y a- c'est Linklater, de toute façon, il est déjà sur 3 autres trucs en même temps. Mm. donc, Ouais, puis dans 2 semaines, il y a aussi Chien 51.
Ah oui, putain, je me lis Attends. pas le bouquin pour rien, là. hein. Non, je me projette un peu trop. Excusez-moi, je me projette un peu trop. J'aime bien, on est en train de préparer les prochaines émissions en direct. Comme ça, vous le savez, cher auditeur. Ouais. Bah les gars, c'était cool, C'était cool, ouais. franchement. Ah, il faut que je file le Joker à quelqu'un. Oui. Et par contre, je me suis rendu compte d'un truc, en fait, c'est que la fin de la saison, c'était moi qui avais fait le Joker, et en fait, je suis premier à refaire le Joker. Ça veut dire que vous tous là, ça fait très longtemps. Ça fait que vous- très longtemps qu'on l'a pas eu, ouais. Ouais, alors que moi, je l'ai eu 2 fois de manière assez concentrée. C'est pourquoi ça va être Julien. Allez, Parce top. que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tes Jokers un petit peu Travailler, ouais, scriptés, réfléchir, scripter. ouais, élaborés. En fait, il s'est inspiré de toi, là, il nous a fait une Ah, mais longue carrément, tirade. Carrément, quand j'ai écrit mon truc, je pensais à Robert Redford Mais et c'était, Julien. mais Et il y c'était avait très peut-être bien. du Julien en noir et blanc au-dessus de toi. J'étais incapable de dire ah c'est qui le plus beau, c'est Julien, c'est Robert, c'est voilà. Bon, et ben en attendant, merci à vous tous en tout cas de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur Instagram, sur X et sur TikTok. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez toujours mettre un petit like ou une étoile ou nous envoyer un petit message en disant on aime bien. Ouais, ça fait vraiment plaisir les petits messages. Voilà. On vous fait des grosses bises et on se retrouve dans 2 semaines. Bisous. Tchuss. Salut. Salut.